Le 17 janvier 1991, les cieux du Koweït et de la République d'Irak grondaient sous la plus grande et la plus sophistiquée armada aérienne de l'histoire. Leur mission était de détruire l'armée du dictateur irakien, Saddam Hussein, qui en août de l'année précédente avait saisi le petit royaume riche en pétrole du Koweït afin de piller sa richesse, souvenue en Occident comme la guerre du Golfe. Ce conflit a été précédé par une autre guerre majeure dans le Golfe Persique, au cours de laquelle la République d'Irak a mené une lutte de 8 ans avec son puissant voisin de l'Est, la République islamique d'Iran. Compte tenu des événements de la région qui se sont produits dans les années 1990 et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup dans le monde entier négligeant maintenant ce chapitre essentiel de l'histoire. C'est une histoire de révolution, d'ambition politique, de manigance en coulisses et du coût de toutes ces choses payées en sang. C'est la guerre République islamique d'Iran-République d'Irak, la guerre du Golfe originale. Bienvenue dans les guerres du monde. Compte tenu de la tension actuelle entre les États-Unis et la République islamique d'Iran, il est difficile pour l'esprit moderne d'apprécier le fait qu'au milieu des années 1970, la République islamique d'Iran était l'un des alliés les plus proches de l'Occident pour faire face aux efforts soviétiques d'expansion de leur influence au Moyen-Orient. Dirigé par le Shah Mohammad Pahlavi, depuis 1941, Pahlavi a pleinement profité de cette relation étroite avec l'Occident et de la vaste richesse de la République islamique d'Iran pour renforcer ses forces armées et les équiper de certaines des dernières armes occidentales. Cela comprenait de puissants chars Chieftain fabriqués en Royaume-Uni qui étaient plus qu'à la hauteur des T-55 et T-62 que les unions des républiques socialistes soviétiques fournissaient à des rivaux régionaux comme la République d'Irak, mais c'est probablement l'acquisition de chasseurs américains F-14 Tomcat qui a le mieux démontré à quel point la République islamique d'Iran était un allié proche de Washington à cette époque. Les F-14 étaient sans aucun doute les meilleurs chasseurs en volume à cette époque, non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Bien qu'ils ne soient pas aussi avancés que les F-14 de la propre marine américaine, ils étaient toujours capables de tirer l'énorme AIM-54 Phoenix, qui pouvait atteindre une cible en volume à une centaine de miles de distance. Les F-14 signifiaient que la République islamique d'Iran dominait les cieux au-dessus du désert, même Israël, ne possédant pas d'équivalent jusqu'à l'arrivée du F-15 Eagle. Mais pour l'Occident, garder la République islamique d'Iran comme allié était une tâche à plein temps pour leurs agences de renseignement, les plus grandes menaces pour le Shah venant de la République islamique d'Iran lui-même. En 1953, des agents de renseignement américains et britanniques ont aidé à sécuriser la position du Shah lors d'une lutte de pouvoir avec le Premier ministre. Et afin de prévenir d'autres rivaux politiques, le Shah a plus tard dissous le Parlement du pays et instigé sa soi-disant révolution blanche. Cela a dépouillé une grande partie de la richesse des leaders régionaux, dont beaucoup étaient des leaders religieux islamiques qui avaient gouverné leur peuple pendant des générations, et a orienté l'argent vers un programme de réformes culturelles et technologiques que de nombreux républiques islamiques de République islamique d'Iran considéraient comme une occidentalisation de leur culture. Des groupes d'opposition, chacun avec son propre agenda politique ou idéologique, sont apparus de la révolution blanche du Shah et ont gagné en popularité. Le Shah a tenté de réprimer ces groupes, mais un homme, l'Ayatollah Khomeini, un clerc populiste exilé de République islamique d'Iran en 1964, a réussi à rassembler de nombreux groupes d'opposition, soulignant les liens étroits du Shah avec l'Occident et Israël pour aliéner davantage le Shah du peuple. En janvier 1978, des milliers de jeunes étudiants religieux sont descendus dans la rue et ont été rapidement rejoints par d'innombrables autres opposés au Shah qui étaient à présent physiquement affaiblis par le cancer. Les forces gouvernementales ont tenté de réprimer le soulèvement, mais la réponse violente n'a fait qu'attirer davantage de soutien.
La révolution iranienne avait commencé et rien ne pouvait l'arrêter. En moins d'un an, le Shah et sa famille avaient publiquement déclaré qu'ils partaient en vacances. Mais en réalité, le 17 janvier 1979, il a abdiqué le trône. Khomeini est rentré chez lui en triomphe, et après avoir évincé les restes du gouvernement du Shah, le 1er avril 1979, la République islamique d'Iran, a été fondée. Pour l'Occident, la révolution iranienne a été dévastatrice et embarrassante. Des otages ont été capturés à l'ambassade américaine à Téhéran et ont été diffusés à la télévision mondiale. Une opération américaine surnommée Serre d'Aigle visait à les sauver. Mais elle s'est terminée en tragédie lorsque 8 militaires américains et un civil iranien ont été tués après qu'un des hélicoptères de sauvetage ait percuté un avion cargo C-130 Hercule de soutien. Le problème à long terme pour l'Occident était désormais qu'ils étaient confrontés à un adversaire régional majeur qui était armé jusqu'aux dents avec les toutes dernières armes qu'ils avaient eux-mêmes fournies. Au même moment où le Shah était évincé du pouvoir, le pouvoir changeait également de main de l'autre côté de la frontière en République d'Irak. Le 16 juillet 1979, le président irakien Ahmed Hassan al-Bakr a été contraint de démissionner suite aux manigances politiques de son adjoint, un certain Saddam Hussein. Les deux hommes étaient membres du parti au pouvoir en République d'Irak qui promettait le nationalisme arabe et fonctionnait selon une interprétation arabe du socialisme. La République arabe syrienne voisine était également gouvernée par le même parti, et al-Bakr avait commencé des négociations pour fusionner essentiellement les deux pays, créant un État unique beaucoup plus puissant. Mais cela aurait limité l'ambition de pouvoir de Saddam Hussein avec l'élimination d'al-Bakr. Le mouvement pour lier les pays a pris fin et Saddam Hussein a pris le pouvoir dans la capitale irakienne de Bagdad. Puis, comme tant de dictatures lorsqu'un nouveau dirigeant absolu apparaît, Saddam Hussein a commencé à purger les gouvernements de potentiels rivaux. Entre juillet et août, littéralement des centaines de ces potentiels opposants ont été exécutés. Mais ce n'était pas la fin de la résistance potentielle à son autorité. Dans le nord du pays, à sa frontière avec la République de Turquie, la République arabe syrienne et la République islamique d'Iran, se trouvaient les Kurdes, un peuple indigène, qui militait depuis longtemps pour leur propre patrie, appelée Kurdistan, une lutte qui continue jusqu'à ce jour. Entre 1960 et 1975, les combattants kurdes et les troupes irakiennes ont mené une campagne brutale et sanglante, les Kurdes irakiens recevant un certain soutien de la République islamique d'Iran. Mais ce soutien a pris fin en 1975 avec la signature de l'accord d'Alger. L'accord visait à mettre fin à des désaccords de plusieurs décennies et même à des combats récents entre la République d'Irak et la République islamique d'Iran du Shah concernant leurs frontières. Mais il visait également à éradiquer la rébellion kurde, ce qu'il a brièvement réussi à faire. La République islamique d'Iran a ensuite tenté d'instaurer une politique d'arabisation pour réprimer la culture kurde, bien que cela ait finalement échoué et n'ait fait qu'alimenter le ressentiment futur. Mais Saddam avait des menaces potentielles plus proches de chez lui, car lui et son leadership étaient membres de la population sunnite de la République d'Irak, qui était un groupe minoritaire dans le pays par rapport à la plus grande population chiite. L'ascension de l'ayatollah chiite Khomeini en République islamique d'Iran a suscité des craintes que la République d'Irak puisse connaître une révolution similaire soutenue par leur ancien voisin persan et adversaire régional. L'instabilité politique en République islamique d'Iran après la révolution et la nouvelle hostilité envers l'ayatollah de la part de la communauté internationale n'ont pas échappé à Saddam Hussein, qui a senti l'opportunité de porter un coup bref et tranchant contre son voisin de l'Est. Saddam voulait que la République d'Irak prenne le contrôle des deux rives de la voie navigable Shatt al-Arab, qui avait auparavant été utilisée pour marquer la frontière entre les deux pays, et s'emparer de la région riche en pétrole, invoquant des revendications historiques sur la terre comme justification de l'action militaire. Il savait qu'il devait frapper rapidement, car chaque jour qui passait, la République islamique d'Iran pouvait devenir plus stable et représenter une menace plus grande pour ses ambitions ou, alternativement, inciter le soulèvement chiite qu'il craignait. Il a donc pris le commandement personnel de la planification de l'opération, malgré le fait qu'il n'ait jamais servi lui-même dans les forces armées.
S'inspirant de la frappe préventive d'Israël lors de la guerre arabo-israélienne de 1967, ils savaient que la clé du succès serait de détruire rapidement l'armée de l'air iranienne en attrapant leurs avions au sol, tout en lançant une poussée englobante sur le territoire iranien. Si cela réussissait, les républiques islamiques d'Iran auraient peu de temps pour effectuer une réponse coordonnée et avec leurs objectifs saisis, l'armée irakienne pourrait repousser les républiques islamiques d'Iran jusqu'à ce qu'ils soient forcés de concéder la défaite. Le 17 septembre 1980, Saddam Hussein s'est publiquement retiré de l'accord d'Alger, affirmant que le nouveau régime en République islamique d'Iran ne le respectait pas. Puis, le 22 septembre, ses forces ont frappé. Comme l'avait ordonné Saddam Hussein, l'armée de l'air iranienne a été la première cible avec 10 aérodromes, tous touchés dans la première vague par les bombardiers de chasse irakiens. Cependant, les plans de Saddam Hussein montraient déjà des fissures car, bien que son armée de l'air ait causé d'importants dégâts aux aérodromes eux-mêmes, les avions de guerre iraniens ont subi relativement peu de dommages et, avec leurs pistes rapidement réparées, l'armée de l'air iranienne s'est levée pour rencontrer les attaquants. En moins de 24 heures, les bases de l'armée de l'air irakienne étaient elles-mêmes attaquées par des pilotes iraniens, pilotant des F-4 Phantom et des F-5 Tigers américains dans une opération simplement baptisée « Revanche ». Au sol, les forces irakiennes ont envoyé 6 divisions en République islamique d'Iran sur 3 fronts. L'effort le plus concentré a été l'opération pour saisir le Khouzestan, qui a vu 4 divisions irakiennes déployées dans le but de contrôler la voie navigable, tandis que les 2 restantes ont été envoyées pour bloquer toute contre-attaque iranienne. Certains des combats les plus sanglants ont eu lieu lors de cette première bataille, où les équipes anti-chars iraniennes ont infligé un lourd tribut aux chars irakiens, mais ont finalement été forcés de battre en retraite. La bataille a coûté la vie à environ 7000 soldats et civils, amenant les républiques islamiques d'Iran à désigner la ville de Karamshahar comme la ville du sang. Mais bien que ce soit une victoire irakienne, les combats ont ralenti l'avancée irakienne, donnant à la République islamique d'Iran le temps de se mobiliser, et à la fin de 1980, les troupes irakiennes étaient désormais sur la défensive, leurs réserves s'épuisant de plus en plus. Plutôt que la victoire rapide qu'il avait promise, la République d'Irak de Saddam Hussein et la République islamique d'Iran de l'ayatollah Khomeini s'installaient maintenant pour une guerre d'usure prolongée. Sur le papier, les républiques islamiques d'Iran semblaient détenir toutes les cartes lorsque la guerre a éclaté, mais sa vaste puissance militaire accumulée sous le Shah était maintenant sapée par les sanctions occidentales. L'aliénation de la République islamique d'Iran envers le grand adversaire de l'Ouest, l'Union soviétique suite à la Révolution, les a également exclus de leur soutien. Ainsi, pour maintenir leurs armes occidentales avancées opérationnelles, ils ont dû cannibaliser de grandes quantités d'entre elles pour en maintenir d'autres en fonctionnement. Par exemple, la force de 80 Fon Tomcat de la République islamique d'Iran serait réduite de moitié dans les années à venir et, dans certains cas, ils volaient même avec leurs radars avancés non opérationnels. Ce problème d'équipement n'a été qu'exacerbé par une élimination des généraux et autres officiers supérieurs qui étaient considérés comme ayant toujours des loyautés envers le Shah. Cependant, les républiques islamiques d'Iran se sont rapidement révélées être douées pour l'improvisation, et ils ont plutôt commencé un programme majeur pour produire leurs propres pièces de rechange et munitions pour leurs chars et avions. Cela leur a permis de régénérer d'énormes quantités de leur équipement qui avait initialement été rendu inopérable et de maintenir la pression sur la République d'Irak. La République d'Irak, quant à lui, était armée et formée par l'Union soviétique et la France. Saddam Hussein avait toutes les raisons d'être confiant en ses forces en 1980. Ils étaient bien équipés pour la région, ils avaient déjà une richesse d'expérience de combat en combattant les Kurdes et ils étaient bien motivés grâce au culte de sa propre personnalité. Cependant, son insistance à diriger personnellement la campagne a conduit les républiques d'Irakiens à se surmener sur les lignes de front, se voyant attribuer trop d'objectifs à la fois plutôt que de concentrer davantage leur puissance sur moins de cibles, où ils auraient pu facilement détruire les républiques islamiques d'Iran mal équipées, puis passer au suivant. Pire encore pour l'armée irakienne, lorsque ces généraux ont réalisé qu'ils menaient des batailles
qu'ils ne pouvaient pas gagner parce qu'ils n'avaient pas le soutien de leurs camarades qui menaient eux-mêmes leur propre bataille désespérée. Certains d'entre eux ont décidé de battre en retraite et de se réorganiser. C'était intolérable pour Saddam Hussein qui y voyait de la lâcheté ou de l'incompétence et les a donc fait exécuter comme un avertissement pour les autres. L'atmosphère de peur parmi les dirigeants de s'opposer à ses plans ou même de sembler le faire révélerait finalement les propres lacunes de Saddam en tant que leader en temps de guerre. De nombreuses stratégies défensives et contingences étaient souvent négligées. Un exemple parfait étant lorsque la République islamique d'Iran a lancé une campagne aérienne contre les champs pétroliers irakiens dans le but de paralyser l'économie irakienne. S'attendant à anéantir l'armée de l'air iranienne au sol, Saddam Hussein n'avait pas suffisamment préparé de telles attaques, et ainsi les avions iraniens rencontraient souvent peu d'opposition aérienne irakienne lors de ses premières frappes. L'invasion de la République islamique d'Iran par Hussein a également eu des effets secondaires malheureux pour le leader irakien et ses ambitions militaires. Une grande partie de sa planification comptait sur la désorganisation et l'instabilité interne du nouveau régime iranien. Mais son invasion n'a fait qu'unir la République islamique d'Iran contre l'envahisseur étranger. En essence, il avait donné à l'ayatollah exactement ce dont il avait besoin pour se maintenir au pouvoir et assurer l'avenir de la République islamique d'Iran, appelant le peuple à se rassembler contre les envahisseurs irakiens. La République islamique d'Iran a connu une mobilisation majeure de ces jeunes hommes, produisant des scènes dans les gares et les terminaux de bus similaires à celles de la Première Guerre mondiale. De nouvelles unités régionales ont été créées, composées d'hommes qui avaient grandi ensemble et qui partaient maintenant se battre ensemble. Mais la comparaison avec la Première Guerre mondiale ne s'arrête pas là, car la guerre République islamique d'Iran-République d'Irak verrait les républiques islamiques d'Iran adopter une utilisation généralisée de réseaux de tranchées pour tenir l'armée irakienne à distance. Les tranchées étaient vitales pour la défense de la République islamique d'Iran, car ils étaient en infériorité numérique en CE qui concerne les unités blindées, ce qui signifiait qu'ils n'avaient d'autre choix que de s'appuyer fortement sur la guerre d'infanterie. Tout comme à la Somme, l'infanterie iranienne lancerait d'énormes assauts de vagues humaines depuis ces tranchées, souvent à travers de grands champs ouverts où l'artillerie irakienne les anéantissait rapidement. Les sables persans étaient teintés de noir et de rouge par la fumée, le feu et le sang. Après que les deux armées se sont enlisées dans une lutte amère et sanglante sur les lignes de front en 1981 et au-delà, Saddam Hussein s'est mis à punir les villes iraniennes et leur population. Des missiles, Scud-B de surface à surface et des bombardiers. Tupolev, Tu-22 Tu-2 importés de l'Union soviétique ont déversé la dévastation sur, entre autres, la capitale Téhéran, envoyant des milliers de personnes se réfugier dans les collines environnantes pendant les heures d'obscurité. Comme les bombardements de terreur sur les villes pendant la Seconde Guerre mondiale, les attaques visaient à démoraliser le peuple iranien, mais au lieu de cela, les républiques islamiques d'Iran ont appelé à la vengeance, et ainsi, les avions de guerre iraniens ont riposté contre Bagdad. Ces frappes œil pour œil sont devenues collectivement connues sous le nom de guerre des villes. Les Kurdes ont également saisi l'opportunité présentée par la guerre pour poursuivre leur lutte contre la République d'Irak pour un Kurdistan indépendant, soutenu par la Libye, la République arabe syrienne et bien sûr, la République islamique d'Iran. Ils ont assiégé les routes menant à la République de Turquie, bloquant l'exportation du pétrole irakien hors du pays par la route, aggravant encore l'économie déjà affaiblie de Saddam. En mai 1982, la République d'Irak avait perdu une grande partie de ses gains territoriaux obtenus en début de guerre, et Saddam Hussein a donc ordonné à ses forces de se replier sur le territoire irakien. Cela, après avoir exécuté ses propres généraux, qui avaient eux-mêmes ordonné des retraites. Hussein a maintenant demandé la paix, déclarant un cessez-le-feu unilatéral le 10 juin 1982, s'attendant à ce que la République islamique d'Iran soit satisfait d'avoir récupéré ses terres perdues. Cependant, l'ayatollah a rejeté ce cessez-le-feu et a plutôt exigé que Saddam Hussein soit éliminé et que la République d'Irak paie des réparations de guerre pour les dommages subis en République islamique d'Iran. Cela était inacceptable pour Saddam Hussein et donc, à contre-cœur, les deux parties ont continué la guerre. Et quelle guerre terrible ce serait, impliquant non seulement les deux nations elles-mêmes, mais aussi les grandes superpuissances de l'époque,
dans leur tentative de sécuriser leurs intérêts pétroliers dans la région. Soudain, le monde se concentrerait sur ce conflit et les retombées changeraient l'histoire à jamais. Compte tenu de l'importance stratégique du Moyen-Orient et de ses approvisionnements en pétrole, les nations extérieures aux deux combattants principaux avaient inévitablement un intérêt dans l'issue de ce conflit. Alors que la République islamique d'Iran était relativement isolée de la communauté internationale, la République d'Irak s'est révélée être une perspective attrayante pour les fournisseurs d'armes du monde entier et les nations cherchant à gagner de l'influence auprès de la puissance moyen-orientale en plein essor. L'Union soviétique et la France étaient des fournisseurs clés d'armes et d'assistance technique à la République d'Irak, mais alors que le soutien matériel soviétique surpassait la contribution française, Paris offrait plutôt à la République d'Irak son outil potentiellement le plus puissant pour propulser le pays dans le 21e siècle, le pouvoir de l'atome. En 1976, la France a accepté de transférer la technologie pour un réacteur de 40 MW et d'aider les républiques d'Irakiens à le construire et à l'exploiter dans un nouveau centre nucléaire près de Bagdad. La construction a commencé en 1979 et le réacteur, surnommé Osirak par les travailleurs français, était destiné à utiliser du plutonium de qualité militaire importé d'Italie. Craignant une République d'Irak armée nucléairement, ou simplement à la recherche d'un grand coup de propagande, les républiques islamiques d'Iran ont lancé une attaque surprise sur le réacteur le 30 septembre 1980, ce qui a été la première frappe aérienne de l'histoire sur une installation nucléaire. Surnommée Opération Épée brûlée, les avions de guerre iraniens ont infligé des dégâts suffisamment importants au réacteur pour retarder le projet franco-irakien de 3 mois. Mais la République islamique d'Iran n'était pas le seul à craindre une République d'Irak nucléaire. Alors que les travaux reprenaient sur le réacteur l'année suivante, le 7 juin 1981, on pouvait à nouveau entendre les moteurs à réaction au-dessus de l'installation, mais au lieu des marques iraniennes, l'avion portait l'étoile de David. L'armée de l'air israélienne a infligé des dommages significatifs à l'installation. Dans ce qui est considéré comme l'un des plus grands raids aériens de l'histoire, les F-6 Fighting Falcons israéliens ont volé à ultra basse altitude à travers l'espace aérien saoudien et irakien, à la limite extrême de leur portée, et ont livré leurs bombes avec une précision extraordinaire. La réaction internationale envers Israël a été mitigée, et la République d'Irak a promis de reconstruire l'installation, mais avec les pressions financières et politiques de la guerre, avec la République islamique d'Iran contre eux, la France s'est retirée du projet en 1984 et Saddam ne pouvait plus se le permettre. Cependant, la France continuerait à fournir des armes et des équipements conventionnels pour l'effort de guerre irakien. L'Arabie saoudite et le Koweït, comme les républiques d'Irakiens, étaient préoccupés par la République islamique d'Iran, exportant sa révolution ou incitant ou finançant des soulèvements chiites dans leur propre pays. Et donc, ils ont fourni des prêts de guerre au gouvernement irakien, tout cela pour payer l'acquisition de nouveaux équipements. En plus des fournisseurs traditionnels à Moscou et Paris, l'Espagne et l'Italie ont toutes deux fourni aux républiques d'Irakiens des hélicoptères armés de missiles anti-chars. Et finalement, les États-Unis ont fait de même, bien que dans une moindre mesure que de nombreux pays européens. La République d'Irak s'est également tournée vers la République populaire de Chine, qui a vendu des copies non licenciées d'armes soviétiques, comme le char T-55, pour remplacer le véritable équipement fabriqué par l'Union soviétique, détruit par la République islamique d'Iran. Les unions des républiques socialistes soviétiques eux-mêmes ont également fourni des versions d'exportation de leurs chars T-72 à la République d'Irak, qui est devenue très redoutée par les équipages de chars iraniens. Ils ont également fourni à la République d'Irak des chasseurs avancés dans le but de contrebalancer les puissants Tomcats iraniens. Cependant, la République islamique d'Iran n'était pas sans ses propres soutiens. La République populaire démocratique de Corée a fourni environ 300 chars de type 59 fabriqués en République populaire de Chine à la République islamique d'Iran avant que la République populaire de Chine ne fournisse directement à la République islamique d'Iran malgré les dénégations des responsables. Mais peut-être que leurs soutiens les plus surprenants étaient l'État juif d'Israël et la Agence centrale de renseignement. Israël considérait à la fois la République islamique d'Iran et la République d'Irak comme des ennemis potentiels à l'avenir. Il était dans leur propre intérêt de maintenir les deux côtés en lutte l'un contre l'autre.
Israël a donc fourni à la fois une formation et de l'équipement aux républiques islamiques d'Iran, CE, qui, en plus de servir les propres objectifs géopolitiques d'Israël, a aidé les entreprises israéliennes impliquées dans l'industrie de la défense du petit pays. Cela a également permis à Israël de négocier le passage sûr des Juifs persans de République islamique d'Iran à Israël. Pendant ce temps, des factions au sein de l'Agence centrale de renseignement voyaient en République islamique d'Iran un moyen de financer les rebelles antisocialistes aux républiques du Nicaragua, connus sous le nom de Contra. Des armes et des pièces de rechange pour leur équipement américain ont été discrètement vendus à la République islamique d'Iran, qui a à son tour accepté de négocier avec les combattants du Hezbollah aux républiques du Liban, qui détenaient 7 États-Unis en otage. Les armes ont été livrées via Israël, et des portions des paiements iraniens ont ensuite été transférées au Contra. La découverte de l'accord par le Congrès américain a causé un scandale pour l'administration Reagan, qui a été accusée d'échanger des armes contre des otages, une action qui est contraire à la politique américaine et techniquement une trahison. Avec ses soutiens étrangers soutenant l'effort de guerre de Saddam Hussein, il a passé de grosses commandes à la France pour du nouvel équipement en 1981 y compris 89 chasseurs, d'assaut Mirage Fun, dont 20 étaient configurés pour des opérations anti-navires et armés du missile Exo-7. Telle était l'urgence de cette commande, compte tenu de la force aérienne épuisée de la République d'Irak, que ces Mirages ont en fait été détournés de la livraison à la propre force aérienne française et donnés à la République d'Irak. Avec sa blitzkrieg arabe maintenant en lambeaux et son économie vacillante en raison des pressions de la guerre, Saddam Hussein savait qu'une guerre d'usure longue et prolongée pourrait finalement favoriser la République islamique d'Iran. Et donc, afin d'infliger de lourds dommages à la capacité de la République islamique d'Iran à fonctionner, il avait l'intention que les Mirages commencent une campagne de coulage des pétroliers iraniens. Cela a ensuite été étendu aux pétroliers étrangers transportant du pétrole iranien. En attendant l'arrivée des Mirages, les forces de Saddam ont utilisé des hélicoptères pour lancer des attaques, mais cela n'était pas aussi efficace que Saddam l'espérait. Dans le désespoir, il a conclu un accord avec la France pour louer 5 avions d'attaque super-étendards de la marine française pour le dépanner jusqu'à ce que les Mirages soient prêts. En 1982, ces super-étendards ont semé la terreur parmi les forces britanniques engagées dans la guerre des îles Malouines. Et maintenant, ils allaient faire de même avec les navires dans le golfe Persique. Les super-étendards irakiens ont commencé leurs attaques de missiles le 27 mars 1984 et à la fin de l'année, ils avaient attaqué 34 navires de différentes nationalités dans le Golfe. Détruire ces étendards est devenu une priorité pour les combattants et la marine iranien, mais malgré les affirmations iraniennes, les petits étendards ont échappé à la destruction. Leur petite taille, associés à leurs pilotes volant à des niveaux terrifiants au-dessus du Golfe, leur échappement de jets souvent vu provoquant des ondulations sur la mer, en faisait des cibles extrêmement insaisissables, et un seul serait perdu en service irakien lors d'un accident d'atterrissage. La République islamique d'Iran a répondu en menant ses propres attaques contre la marine irakienne en utilisant des F-4 Phantom avec des bombes. Il n'y avait presque rien que la République d'Irak pouvait faire pour arrêter ces attaques, car la République d'Irak avait une côte relativement minuscule, et la marine irakienne était une petite force qui avait déjà subi de lourds dommages dus aux frappes aériennes iraniennes. Les exportations de pétrole irakiennes dépendaient également fortement du transport maritime étranger, qui est devenu une cible de choix pour les avions de guerre iraniens et les bateaux d'attaque rapide. Les navires de guerre iraniens ont également commencé à miner les voies navigables utilisées par les pétroliers pro-irakiens. La presse mondiale a qualifié la campagne menée par les deux parties de guerre des pétroliers et elle est devenue une situation intolérable pour les puissances occidentales. Les États-Unis d'Amérique. La Royaume-Uni et la France ont déployé leurs navires de guerre dans le Golfe pour protéger les navires de leurs nations respectives. Mais les États-Unis, sous la présidence de Ronald Reagan, sont allés plus loin et ont fait en sorte qu'un certain nombre de pétroliers de pays comme le Koweït soient rebaptisés en tant que navires américains et leur ont ainsi accordé une protection américaine. C'était une manœuvre extrêmement dangereuse qui risquait d'entraîner les États-Unis dans la guerre du Golfe, mais elle n'a pas réussi à stopper les attaques, qui n'ont fait qu'augmenter en nombre, alors que la guerre se prolongeait dans la seconde moitié des années 1980.
Au début de la guerre, la République islamique d'Iran avait un avantage numérique sur les républiques d'Irakiens, mais à mesure que l'armée irakienne grossissait, elle a commencé, au minimum, à égaler la puissance militaire de la République islamique d'Iran, et dans certains domaines, comme les chars, elle a surpassé son adversaire persan. Avec les commandements militaires des deux pays fermés aux puissances occidentales, de nombreux observateurs à Washington, Londres et Paris étaient perplexes quant à la raison pour laquelle la République d'Irak n'était pas capable de vaincre la République islamique d'Iran, compte tenu de son avantage qualitatif en matière de blindage en particulier. La vérité était que la direction irakienne, toujours centrée sur Saddam Hussein, échouait dans sa capacité à mener la guerre avec succès, malgré une armée désormais forte d'1 million d'hommes, ce qui en faisait la 4e plus grande du monde, tandis que la République islamique d'Iran choisissait des commandants expérimentés, mais idéologiquement solides pour ses propres troupes. Ceux commandants avaient une meilleure compréhension de la manière de mener des campagnes militaires et étaient ingénieux lorsqu'il s'agissait de pallier les pénuries d'équipements de la République islamique d'Iran. En conséquence, Saddam Hussein a commencé à recourir à des armes chimiques, comme lors d'une offensive iranienne dans le nord de la République d'Irak, en septembre 1983. Les républiques islamiques de République islamique d'Iran, avec le soutien des Kurdes, ont avancé de 24 km sur le territoire irakien avant que des hélicoptères ne pulvérisent des produits chimiques sur eux, tuant 5000 républiques islamiques de République islamique d'Iran et 2500 républiques d'Irakiens, stoppant l'avancée sur place. Plus au sud, la République islamique d'Iran avait entrepris de nombreuses opérations pour capturer la ville irakienne stratégiquement importante de Bassora, mais les défenseurs ont obstinément refusé de laisser la ville tomber. Ayant été sur la défensive depuis que sa poussée en République islamique d'Iran avait calé en 1980, les forces de Saddam Hussein s'étaient regroupées et rééquipées au point où il a pu ordonner une offensive à grande échelle, début 1986. L'objectif était de reprendre l'île de Majnoun, qui avait été perdue au profit des républiques islamiques de République islamique d'Iran en 1984 et qui était essentielle pour les exportations de pétrole de la République d'Irak. L'offensive a échoué à reprendre l'île en raison d'une résistance iranienne acharnée. Et pire encore pour Saddam, la distraction a permis à la République islamique d'Iran d'attaquer la péninsule d'Al-Faw à l'embouchure de l'Al-Shat. En utilisant leurs forces d'élite de la garde révolutionnaire, la République islamique d'Iran a pu prendre et tenir la péninsule relativement rapidement. Le fait de tenir cette péninsule a permis à la République islamique d'Iran de menacer les navires avec des missiles Silkworm basés à terre. En 1987, les généraux irakiens perdaient rapidement patience avec Saddam, qui interférait constamment dans leurs plans de guerre. Le menaçant d'une mutinerie à grande échelle, Saddam a réticemment pris du recul dans la conduite de la guerre et a permis à ses généraux de faire appel à leur propre expertise pour poursuivre le combat. Cela a entraîné un changement doctrinal dans l'armée irakienne, qui a désormais accordé plus d'importance à la formation des troupes avant de les envoyer au front. Et cela comprenait des jeux de guerre à grande échelle. Cela a vu la qualité des troupes irakiennes augmenter ainsi que leur nombre, mais la situation stratégique dans laquelle ils étaient laissés semble toujours favoriser la République islamique d'Iran. Cependant, à l'insu des personnes à l'extérieur de la République islamique d'Iran, la population iranienne commençait à être de plus en plus fatiguée de la guerre, et le nombre de volontaires pour combattre a commencé à baisser. Le moral et la fiabilité de l'équipement commençaient également à s'effondrer. Des problèmes exacerbés par la menace croissante de la marine des États-Unis dans la guerre des tankers, qui parfois prenait un rôle actif contre la République islamique d'Iran pour protéger ses navires. Étant donné que ces exportations iraniennes de pétrole crucial ne bénéficiaient pas de la même protection que celles de la République d'Irak de la part de Washington et face à la menace d'une attaque aérienne irakienne, de moins en moins de pays étaient disposés à coopérer avec le pays. Même lorsqu'un destroyer américain, l'USS Stark, a été touché par un missile irakien, Washington a interprété l'événement de manière à blâmer la République islamique d'Iran, bien que le gouvernement irakien ait finalement accepté la culpabilité. Néanmoins, la République islamique d'Iran a réussi à lancer une offensive réussie dans le théâtre nord de la guerre avec l'aide des Kurdes pénétrant plus profondément sur le territoire irakien qu'auparavant. Cependant, ils n'ont pas pu pleinement capitaliser sur ce succès. Les Nations Unies ont appelé les deux parties à cesser les opérations le 20 juillet et à revenir aux frontières d'avant-guerre. Mais bien que cela ait été rejeté, les deux pays savaient qu'il n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne doivent trouver une sorte de paix. Car en 1988,
Les deux parties étaient de plus en plus épuisées par la guerre, qui avait fait près d'1 million de morts. Le problème était que la seule chose sur laquelle Saddam Hussein et l'ayatollah Khomeini pouvaient s'entendre, c'est qu'ils ne seraient pas ceux à admettre la défaite. 1988 a commencé avec la République d'Irak, qui se préparait pour une nouvelle offensive prévue pour avril. Avant cette offensive, Saddam Hussein a ordonné des attaques contre la ville kurde de Halabja le 16 mars 1988. 2 jours auparavant, la ville était passée sous contrôle iranien. Et donc, c'était une cible de choix pour une attaque au gaz neurotoxique par les avions de guerre et les hélicoptères irakiens. Le résultat a été un massacre de 7000 personnes et la blessure de 10 000 autres. L'offensive d'avril de la République d'Irak a contraint la République islamique d'Iran à commencer à retirer ses troupes restantes du territoire irakien d'avant-guerre, y compris à soutenir les Kurdes dans le nord. Au cours de cette offensive, la République d'Irak a combattu pour chasser les forces iraniennes de la péninsule d'Al-Faw, et en plus d'amasser plus de 5 fois plus de troupes que la République islamique d'Iran en avait stationné là-bas, les républiques d'Irakiens ont toujours eu recours à l'utilisation de gaz sarin avec un effet mortel. La République d'Irak a également mené des attaques chimiques contre des villes iraniennes le long de la frontière et a menacé de les utiliser sur des villes iraniennes si la guerre était autorisée à continuer. En mer, la guerre des pétroliers verrait plus de tragédies pour la République islamique d'Iran, lorsque le 18 avril, les forces de la marine américaine ont riposté contre la marine iranienne pour leurs opérations de minage et ont coulé une frégate iranienne lors de l'opération Praying Mantis. Puis, le 3 juillet 1988, le destroyer américain USS Vincennes, qui protégeait le transport maritime américain dans le Golfe, a pris un avion de ligne iranien pour un avion de guerre et l'a abattu, tuant 290 civils. À Téhéran, les conseillers de l'ayatollah l'ont averti que pour continuer la guerre, le budget militaire devrait être augmenté encore de nombreuses fois, et ils ont prédit que la guerre se poursuivrait jusqu'aux années 1990. C'était tout simplement trop pour le leader iranien qui a accepté à contre-cœur la résolution 598 de l'ONU le 20 juillet 1988, acceptant un cessez-le-feu et le début des négociations pour un retrait complet de tous les côtés à leurs frontières d'avant-guerre. Les casques bleus de l'ONU ont agi comme un tampon entre les deux forces dans l'immédiat après-guerre. Mais les négociations ont stagné alors que la République d'Irak tentait de conserver de vastes zones de territoire iranien. Puis, dans un mouvement choquant le 2 août 1990, la République d'Irak a envahi le Koweït, le petit pays riche en pétrole qui avait soutenu ses combats contre la République islamique d'Iran. Le monde qui avait largement fermé les yeux sur l'agression de la République d'Irak envers la République islamique d'Iran était furieux et, sous la direction des États-Unis, une force a été rassemblée pour expulser les troupes de Saddam Hussein. La guerre du Golfe de 1991 était une guerre qu'ils ne pourraient jamais gagner. L'avantage technologique dont jouissaient les États-Unis et leurs alliés a anéanti l'armée irakienne en un peu plus d'1 mois. L'héritage de ce conflit est brutal. 1 million de morts. La République d'Irak, envahissant illégalement la République islamique d'Iran. La République d'Irak, utilisant des armes chimiques contre des civils. La République d'Irak, bombardant délibérément des populations civiles. La République d'Irak, tuant des marins occidentaux. Et pourtant, toujours ressentant un sentiment de trahison par les républiques islamiques d'Iran, les puissances occidentales considéraient toujours la République islamique d'Iran comme les méchants dans ce combat. On pourrait soutenir que cette indifférence a en réalité donné à Saddam Hussein une bonne raison de croire que son invasion du Koweït serait accueillie avec une indifférence égale, et avec la richesse du Koweït, il pourrait restaurer son économie épuisée par la guerre. Mais il avait tort. En l'espace de 11 ans, commençant par la guerre contre la République islamique d'Iran, Saddam Hussein a conduit la République d'Irak de la position d'une puissance régionale émergente à celle d'un pays du tiers-monde, entouré de toutes parts par des nations hostiles, et dépendant des caprices des États-Unis qui estimaient qu'en ne délogeant pas son régime du pouvoir en 1991, ils avaient laissé le travail à moitié terminé. Avec cette mentalité et avec l'éclatement de la guerre contre le terrorisme au XXe et XIe siècle, la République d'Irak s'est à nouveau retrouvée la cible des États-Unis et du Royaume-Uni.
Mais si l'invasion de 2003 a peut-être mis fin au règne de tyrannie de Saddam Hussein, elle a ouvert la porte à des années de chaos et de terrorisme. Quant à la République islamique d'Iran, le pays a continué d'être en quelque sorte un paria au sein de la communauté internationale. La direction iranienne n'oublierait pas combien rapidement certains pays s'étaient précipités pour soutenir la République d'Irak, et ils ont bientôt répondu de la même manière, en soutenant des groupes insurgés aux républiques du Liban, en République arabe syrienne et aux républiques du Yémen. La guerre République islamique d'Iran-République d'Irak et le sentiment d'une guerre imminente avec les États-Unis d'Amérique ou Israël ont beaucoup contribué à orienter le peuple iranien vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur au cours des décennies qui ont suivi la guerre. Et cela a aidé à consolider la position des dirigeants de la République, des dirigeants qui ont parfois connu des niveaux de popularité fluctuants de la part de leur peuple. Alors que le Moyen-Orient est toujours secoué par d'autres guerres, insurrections et luttes idéologiques, seul le temps dira quel sera l'héritage final de la guerre République islamique d'Iran-République d'Irak. Merci d'avoir regardé. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Ceci est les guerres du monde.